J'ai réalisé le film Le Sommeil d'Or. C'est un long métrage documentaire qui raconte, qui part, disons, à la recherche des traces du cinéma cambodgien disparu, le cinéma cambodgien des années 60-70, disparu à cause du régime Khmer Rouge. J'ai créé une société de production avec deux associés, Jackie Goldberg et Sylvain de Couvlar, qui s'appelle Vicky Film. Donc on a créé ça en janvier 2009 et je suis parti en janvier 2009 au Cambodge, donc immédiatement. Et donc les choses se sont réparties de façon assez claire. Donc j'étais au Cambodge à faire toute la préparation de ce film-là et en faisant aussi d'autres projets en même temps. On a tourné en mars 2010. Donc pendant un an, immersion totale, je ne connaissais pas le pays, donc c'était pour moi, non, c'était pour moi un vrai défi de vivre là-bas, d'apprendre la langue. Donc du coup j'ai appris la langue sans laquelle je pense que ce serait très difficile pour moi de faire ça aurait été très difficile pour moi de faire le film, rencontrer les protagonistes et en même temps, dans un souci de comprendre un peu mieux la culture, mais aussi sa jeunesse et tout ça, j'ai créé d'autres projets qui me tenaient aussi très à cœur, ce qui était un atelier de vidéo, un vidéo workshop comme ça que je faisais dans plusieurs écoles, j'avais 60 élèves, et donc on faisait des trucs ensemble, et on avait fait un film, je leur, disons, transmettais les fondamentaux de la grammaire, cinématographie, comment manier une caméra et des choses comme ça, et après ils ont fait un film, ils étaient 60 répartis dans 4 ou 5 écoles différentes, et ils ont fait un film commun. Le film s'appelait The Twin Diamonds, et après, une partie de ces élèves-là ont décidé de rester ensemble, en fait, dans une organisation plus, euh, plus officielle, et ils sont appelés Konkmai Konkmai, ouais. Qui signifie Qui signifie euh, Konkmai Konkmai, cinéma cambodgien, enfant du Cambodge, voilà. Qui traduisent en anglais par Cambodian Cinema, Cambodian Generation. Pendant que mes deux associés et une autre personne qui s'appelle Vanessa Labarthe, qui travaille avec nous aussi dans la boîte, essayaient de trouver des financements pour le film. Et ils en ont trouvé fin décembre. Je suis revenu quand même un mois fin décembre pour passer des entretiens et tout pour des bourses. Et on a réuni un petit début de financement qui venait de 4-5 bourses différentes et tout. On avait l'aide à l'écriture de la région Rhône-Alpes, l'aide de la SCAM qui s'appelle Brouillon d'un rêve, qui est aussi une aide à l'écriture. On a eu un préachat de Ciné-Cinéma qui a débloqué beaucoup de choses. Et on avait enfin, c'était pour ça que j'étais revenu, la bourse Louis Lumière, donc du ministère des Affaires étrangères. C'est à chaque fois des toutes petites sommes, mais qui ensemble nous donnaient un petit socle de départ. Et on a dit, ok, maintenant on a un petit truc de départ. C'est pas suffisant pour faire le film qu'on veut faire, parce qu'il y avait tout. Voilà, il y avait quand même tout un défi esthétique et tout qui demandait d'avoir un certain nombre de moyens. Mais on avait déjà des partenaires aussi sur place au Cambodge, comme la commission du film cambodgien et Bopana Productions. On a trouvé en plus un coproducteur français, Araucania Film, parce que l'un des deux producteurs avait déjà tourné un film au Cambodge, donc il y avait toutes ces espèces de petites connexions et de synergies qui sont faites. Et on s'est dit, bon, okay, allons-y, on tourne, et on sait très bien qu'il nous faudra trouver encore beaucoup plus d'argent après, mais on y va. Donc on a tourné en mars 2010, un mois, avec une équipe franco-cambodgienne. Il y avait deux techniciens qui venaient de France, le chef op et le chef ingé son, avec qui j'avais très envie de travailler tous les deux. Et on a mélangé ça avec une équipe cambodgienne, donc les autres techniciens étaient cambodgiens. Pour finir sur les financements, on attendait une réponse du CNC sur l'aide qui s'appelle le COSIP pendant le tournage en fait. Et si on n'avait pas eu, ça aurait été la catastrophe absolue, vraiment. Mais on avait décidé de jouer un peu chien fou et de partir comme ça en disant bah, c'est maintenant ou jamais, il faut le faire, tout le monde est dispo, les techniciens et tout ça, donc on y va. Et bon, bah, comme Happy End qui se respecte, en plein milieu du tournage, on a eu la réponse positive du CNC, et là ça a été un énorme bol d'air pour nous. On est parti après, une fois que le tournage est fini, l'équipe est rentrée. Moi j'ai commencé à dérocher, à monter un peu tout seul au Cambodge parce que j'avais le sentiment qu'il manquait quand même des choses. Déjà qu'on n'avait pas réussi à faire respecter tout le planning, parce qu'on ne respecte jamais tout le planning. Encore une fois, parce que ça ressemblait à un tournage un peu de long métrage avec un rythme extrêmement soutenu. Donc j'ai commencé à monter, j'étais pas content, je sentais qu'il y avait des trucs qui manquaient, un peu plus de liberté, un peu plus de vent en fait dans le film. Donc on a décidé de retourner des retakes, mais cette fois-ci on n'avait plus du tout les moyens pour faire venir l'équipe française. Donc je me suis débrouillé avec deux techniciens cambodgiens. L'assistant caméra cambodgien est devenu chef op sur le deuxième tournage, disons. Et ensuite, en son, comme l'assistant son n'était pas assez aguerri, c'était vraiment son premier tournage, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui est en fait le preneur de son de Ritipan. Donc on était trois comme ça, et donc sans assistant, et c'était quand le jour et la nuit de passer d'un tournage à 15, hyper gros, avec un camion, de la machinerie, de la lumière, enfin en veux-tu, en voilà.
parfois 2 caméras et tout ça. Et là, c'était vraiment le vrai tournage docu à 3, et on partait comme ça, et on prenait le son direct et tout ça. Donc c'était vraiment le jour et la nuit. Et ça m'a beaucoup aidé. On a tourné juste 1 semaine et demie, mais il y a des séquences qui sont dans le film qui ont été de ce tournage-là. Je pense qu'un œil un peu. Enfin, un œil aguerri voit très clairement la différence entre les deux tournages, mais je l'assume entièrement parce que je pense que ça fait du bien au film aussi. Je sais pas si tu vois, mais par exemple, la séquence de la colline d'Issavette, où l'actrice revient sur les pas de son tournage, ça a été tourné par la deuxième équipe, et pendant le deuxième tournage, et la séquence où le cinéaste Liu Sring, celui qui devient chauffeur de taxi, euh, retourne pareil sur les lieux de son tournage La Mare Sacrée, et il parle avec des gens qui étaient là à l'époque et tout. C'est aussi deuxième tournage, ça sent vachement dans le tremblé de caméra, enfin, la mise en scène est un peu différente et tout ça, un peu plus docu. Une vraie source d'angoisse, c'était le naturel en fait, tout simplement, des personnes interviewées. Parce que moi je les connaissais extrêmement bien, du coup on avait passé beaucoup de temps ensemble, on avait presque, bon, je pense qu'on a tissé même des liens quasi familiaux. Donc je les connaissais très très bien, ils étaient extrêmement naturels avec moi et tout. Et puis là, dès qu'on arrive avec la grosse machine, il y avait de la lumière, il y avait une installation à chaque fois d'une heure et tout ça, enfin vraiment comme. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas naturel dans les trucs, dans les réponses. Aller chercher quelque chose qui n'est pas sorti ou quelque chose mais qui demandait. À chaque fois, je pense que même si on a provoqué les choses, il me semble qu'à chaque fois, c'était des choses qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Le plan qui me plaît le plus, c'est peut-être le plan de la vieille femme dans le cinéma Himachette. Donc le cinéma Himachette, c'est ce cinéma qui est devenu un squat géant avec plein de gens. Et donc au terme de la séquence musicale où on filme le lieu en essayant de trouver des correspondances entre le présent de ce lieu complètement à l'abandon, mais plus que ça, en ruine, quoi, absolument, enfin, décrépit, et ce qu'il avait pu, le lustre de ce qu'il avait pu être avant. Et puis après, on a des interviews, et là, il y a juste un plan assez long de 2 minutes sur une vieille femme qui habite dans ce cinéma et qui raconte l'histoire d'un film. Et, et pour moi, c'était hallucinant. Je lui avais déjà posé des questions, j'avais rencontré avant, elle m'avait dit qu'elle aimait bien le cinéma et tout, mais là on l'a lancé en disant, je lui ai demandé quel est votre film préféré. Elle me dit L'Aiglon quittant son nid, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire? Et là, elle était partie pour. J'ai mis 2 minutes, mais ça a duré 5 minutes. Et c'était comme si elle avait vu le film la veille, alors que je sais très bien qu'elle ne l'a pas vu depuis 40 ans. Et donc, ça, c'était. Voilà, j'aime le plan parce que pour moi, il dit tout enfin, du film et de ce qu'on a essayé de faire. Ouais.